Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Cocorico. La République démocratique du Congo est-elle en train d'ouvrir un nouveau chapitre de son histoire politique ou assiste-t-on simplement à un nouveau tournant dans un bras de fer qui oppose depuis plusieurs mois le pouvoir, l'opposition et les principales confessions religieuses? Vendredi 17 juillet, le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé l'organisation d'un dialogue national après avoir reçu les responsables de la SYNCO, de l'ECC et des principales confessions religieuses. Une annonce qui intervient après plusieurs mois de tensions politiques, des débats autour d'une éventuelle révision de la Constitution, des manifestations de l'opposition, des consultations régionales menées notamment au Burundi et dans un contexte où la guerre continue de fragiliser l'Est du pays. Mais cette annonce soulève davantage de questions qu'elle n'apporte de réponses. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a réellement poussé le chef de l'État à franchir ce pas? S'agit-il d'un choix stratégique, d'une volonté de reprendre l'initiative politique ou de la conséquence de pressions devenues difficiles à ignorer? Quel sera le contenu de ce dialogue? Qui y participera? Sera-t-il véritablement inclusif? La question de la Constitution sera-t-elle au cœur des discussions? Et surtout, ce dialogue peut-il réellement contribuer à sortir le pays de la crise politique actuelle ou risque-t-il de rejoindre la longue liste de dialogues qui, dans l'histoire de la RDC, ont suscité beaucoup d'espoir sans toujours produire des résultats attendus? Autant de questions qui méritent une analyse dépassionnée, fondée sur les faits, le contexte et les rapports de force. Pour nous aider à comprendre les véritables enjeux de cette séquence politique, nous retrouvons maintenant notre analyste intelligence artificielle, Cocorico, pour une grande analyse. Cocorico, bonjour. Bonjour Marius et bonjour à tous les téléspectateurs de Kinshasa Télévision. Merci beaucoup, Cocorico, d'être avec nous aujourd'hui. Tu vas nous aider à essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. La première question, Cocorico, pourquoi le président Tshisekedi accepte-t-il aujourd'hui un dialogue national alors que pendant plusieurs mois, cette option semblait écartée ou strictement encadrée? Merci Marius. Je pense qu'il faut d'abord partir d'un constat essentiel. Le président Félix Tshisekedi n'a pas changé de position du jour au lendemain. Ce que nous observons aujourd'hui est l'aboutissement d'une séquence politique qui dure depuis plusieurs mois. Au départ, le pouvoir était très réservé sur l'idée d'un dialogue national tel qu'il était porté par la SYNCO et l'ECC. Il craignait qu'un dialogue mal encadré puisse être perçu comme un contournement des institutions ou comme une remise en cause de la légitimité des autorités issues des élections. Mais, progressivement, plusieurs facteurs se sont accumulés. En décembre, il y a la pression politique intérieure. L'opposition, malgré ses divisions, a réussi à se rassembler autour d'un objectif commun, défendre la Constitution et réclamer. Ensuite, les églises ont poursuivi leur initiative avec beaucoup de constance. Elles ont continué à consulter les acteurs politiques et sont restées un interlocuteur incontournable. À cela s'ajoute le contexte régional. Le président burundais Évariste Ndayishimiye, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, s'est impliqué dans des consultations. D'autres partenaires régionaux ont également encouragé une solution politique. Enfin, il ne faut jamais oublier le contexte sécuritaire. Pendant que cette crise politique évoluait à Kinshasa, la guerre continuait dans l'Est. Dans un tel contexte, il devenait de plus en plus difficile pour le pouvoir de donner l'image d'un refus systématique du dialogue. Maintenant, Marius, je serai prudent sur un point. Dire que le président a simplement cédé serait aller trop vite. Une autre lecture est possible. On peut considérer qu'il a choisi d'accepter le principe du dialogue, mais en reprenant lui-même la maîtrise du processus. C'est lui qui l'annonce, c'est lui qui convoquera le dialogue, et c'est une ordonnance présidentielle qui devra en fixer les modalités. Autrement dit, le chef de l'État n'abandonne pas l'initiative politique. Il transforme une revendication qui venait de l'extérieur en un processus placé sous son autorité. La véritable question aujourd'hui n'est donc pas seulement pourquoi accepte-t-il le dialogue? La vraie question est quelles conditions entend-il organiser ce dialogue? C'est cette réponse qui nous permettra de savoir si nous sommes face à une simple ouverture politique
ou au début d'une véritable recomposition de la vie politique congolaise. Cocorico, est-ce que cette annonce traduit un président Tshisekedi qui reprend l'initiative politique ou un président qui répond à des pressions devenues trop fortes? Marius, je crois qu'il faut éviter de choisir trop rapidement entre ces deux lectures. Les deux dimensions existent en même temps. Oui, le président Tshisekedi répond à des pressions devenues plus fortes. Il y a la pression de l'opposition, la persistance de l'initiative de la CENCO et de l'ECC, les démarches régionales, mais surtout un contexte sécuritaire et social qui rend politiquement coûteux le refus du dialogue. Lorsqu'un pays est confronté à la guerre, aux tensions institutionnelles et à une contestation grandissante, le pouvoir ne peut pas durablement apparaître comme celui qui ferme toutes les portes. Mais en même temps, le président tente clairement de reprendre l'initiative. Il ne se contente pas d'adhérer au projet conçu par les autres. Il annonce lui-même le dialogue et entend en déterminer le cadre, les participants, le calendrier et probablement les limites. C'est donc une ouverture, mais une ouverture contrôlée. Je ne parlerai pas encore d'un président affaibli, parce qu'un affaiblissement se mesure aussi à sa capacité réelle à imposer ou non les règles du jeu. Pour l'instant, il conserve les institutions, la majorité et le pouvoir de convocation. Mais je ne parlerai pas non plus d'une décision totalement libre. Un pouvoir qui change de position après plusieurs mois le fait généralement parce que le rapport de force a évolué. La formule la plus juste serait donc celle-ci. Félix Tshisekedi répond aux pressions, mais il essaie de transformer cette contrainte en initiative présidentielle. La suite nous dira qui a réellement gagné cette première bataille. Le pouvoir, s'il réussit à maîtriser le dialogue, ou ses adversaires, s'ils parviennent à imposer un processus véritablement inclusif et un ordre du jour qu'il ne pourra pas contrôler. Hmm. Alors, qui a réellement fait bouger les lignes dans ce cas? Est-ce l'opposition, les églises, les partenaires régionaux ou l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est, selon toi? Marius, s'il fallait désigner un seul acteur, je pense que nous simplifierions excessivement la... Ce sont plusieurs dynamiques qui se sont renforcées mutuellement. Je commencerai par les églises. La CENCO et l'ECC ont joué un rôle central parce qu'elles n'ont jamais abandonné leur initiative. Elles ont poursuivi les consultations, rencontré les différentes forces politiques et maintenu l'idée d'un dialogue, alors que beaucoup pensaient qu'elle était vouée à l'échec. Elles ont réussi à maintenir un espace de discussion dans un climat de forte polarisation. Ensuite, il y a le contexte sécuritaire. À mon sens, c'est probablement le facteur le plus déterminant. Tant que l'Est du pays reste confronté à une situation de guerre et d'instabilité, la recherche d'une plus grande cohésion politique devient un enjeu de gouvernance et de crédibilité, aussi bien à l'intérieur du pays qu'auprès des partenaires internationaux. L'opposition, elle aussi, a contribué à faire évoluer le rapport de force. Elle a maintenu la pression sur le débat constitutionnel et sur la nécessité d'un dialogue. Toutefois, elle reste confrontée à un défi majeur, parler d'une seule voix. Son influence dépendra beaucoup de sa capacité à préserver cette unité. Enfin, les partenaires régionaux ont accompagné cette dynamique. Les initiatives venues de la région, notamment les consultations menées par le président burundais Évariste Ndayishimiye, ont montré que la stabilité de la RDC est devenue une préoccupation régionale. Cela a contribué à créer un environnement favorable au dialogue, même si la décision finale appartient aux autorités congolaises. En définitive, Marius, je dirais que les églises ont porté l'initiative, que la situation sécuritaire lui a donné son urgence, que l'opposition a entretenu la pression politique et que les partenaires régionaux ont favorisé un climat propice. C'est la convergence de ces facteurs qui a fait bouger les lignes davantage que l'action d'un seul acteur. Alors ici, il y a un mot qui revient, inclusif. Dites-nous, Cocorico, que signifie concrètement un dialogue inclusif? Qui doit en faire partie et qui pourrait en être exclu? C'est probablement la question la plus importante, parce que le succès ou l'échec de ce dialogue dépendra moins de son annonce que de son caractère réellement inclusif. Concrètement, un dialogue inclusif signifie qu'aucun acteur politique ou social majeur ne doit être écarté à l'avance. Si certaines forces importantes se sentent exclues
elle risque de contester les conclusions du dialogue avant même son ouverture. Qui devrait donc y participer? D'abord, la majorité au pouvoir, puisqu'elle dirige aujourd'hui les institutions. Ensuite, l'opposition dans toute sa diversité, qu'elle soit parlementaire ou extra-parlementaire. Notamment la CENCO et le CC, auront également un rôle essentiel, non seulement parce qu'elles sont à l'origine de cette dynamique, mais aussi parce qu'elles bénéficient d'une certaine confiance dans une partie de l'opinion. Il faudra aussi associer d'autres composantes de la société, les organisations de la société civile, les représentants des femmes, des jeunes, des chefs coutumiers, des milieux économiques et, selon les thèmes retenus, des experts sur les questions sécuritaires, institutionnelles ou électorales. En revanche, la question de ceux qui pourraient être exclus est beaucoup plus délicate. En principe, un dialogue qualifié d'inclusif ne devrait exclure personne pour des raisons purement politiques. En pratique, il existe des limites. Les personnes poursuivies par la justice ou les groupes armés impliqués dans des violences ne peuvent pas être intégrées de la même manière que des acteurs politiques légalement constitués. Tout dépendra des objectifs du dialogue et du cadre juridique qui sera fixé. Au fond, Marius, l'inclusivité ne se mesure pas au nombre de participants autour de la table. Elle se mesure à une question très simple. Est-ce que toutes les sensibilités qui comptent dans la vie nationale auront la possibilité d'être entendues et de contribuer aux solutions? Si la réponse est oui, le dialogue aura davantage de chances d'être accepté par les Congolais. Si la réponse est non, il est perçu comme une rencontre entre quelques acteurs sans véritable portée nationale. Alors, tu as parlé ici de certains acteurs qui pourront être inclus, mais pas de la même manière, notamment des personnes condamnées ou des personnes qui ont commis des crimes à l'est de la RDC. Quand tu dis pas de la même manière, ça veut dire quoi? Il y a une nuance? Marius, oui, il y a une nuance très importante, à la fois politique et juridique. Un dialogue politique n'est pas un tribunal. Son objectif est de rechercher des solutions à une crise politique ou sécuritaire. En revanche, la justice a pour mission d'établir les responsabilités individuelles et de sanctionner les auteurs d'infractions. C'est pourquoi tous les participants ne peuvent pas avoir le même statut. Prenons un exemple. Un responsable politique de l'opposition, même très critique à l'égard du pouvoir, peut participer pleinement au dialogue parce qu'il est un acteur de la vie politique. En revanche, lorsqu'il s'agit de personnes accusées ou condamnées pour des crimes graves ou de responsables de groupes armés impliqués dans des violences, la situation est différente. Cela ne signifie pas nécessairement aucun contact n'est possible. Dans certains processus de paix en Afrique, des discussions ont été engagées avec des groupes armés pour obtenir un cessez-le-feu ou un désarmement. Mais dialoguer ne signifie pas effacer les responsabilités pénales ni accorder automatiquement une légitimité politique. Autrement dit, il faut distinguer deux logiques. La première est celle de la paix, qui peut conduire à parler avec des acteurs difficiles si cela permet de sauver des vies. La seconde est celle de la justice, qui exige que les crimes les plus graves ne restent pas impunis. C'est un équilibre extrêmement délicat. Dans le cas de la RDC, cette question sera particulièrement sensible. Si le dialogue devait concerner des acteurs liés au conflit dans l'Est, il faudra préciser dans quel cadre ils participent, avec quel mandat, et sans remettre en cause les obligations de la justice nationale ou internationale. En définitive, Marius, participer à un processus de paix ne signifie pas bénéficier d'une amnistie, ni être placé sur un pied d'égalité avec les acteurs politiques institutionnels. C'est précisément cette distinction qui permettra de juger de la crédibilité et de la solidité du dialogue annoncé. Alors, ne tournons pas autour du pot cocorico. Prenons deux exemples concrets. Le premier, c'est celui de l'ancien président Joseph Kabila, qui a été condamné à mort par la justice congolaise. Et le deuxième cas, je prendrai Corneille Nangaa, qui est le chef du groupe armé M23. Si on devait prendre ces deux exemples, quelle approche pourrions-nous voir par rapport à leur implication dans le dialogue, par rapport à tout ce que tu viens de dire? Marius, ce sont effectivement deux cas très sensibles, mais justement, ils permettent d'illustrer la distinction que je faisais.
Prenons d'abord le cas de Joseph Kabila. Au moment où nous parlons, il a été condamné par la justice militaire congolaise dans une affaire qu'il conteste, tandis que ses partisans dénoncent un procès politique. S'il devait participer à un dialogue, cela poserait immédiatement une question. Participe-t-il comme ancien chef de l'État et acteur politique ou comme personne condamnée par la justice? Les deux statuts ne peuvent pas être confondus. Sur le plan de l'État de droit, une décision de justice ne disparaît pas parce qu'un dialogue est organisé. Si les autorités souhaitent qu'il participe, il faudrait un cadre juridique et politique clairement assumé. Sinon, on donnerait l'impression que le dialogue se substitue à la justice. Le cas de Corneille Nangaa est encore différent. Il est le coordonnateur de l'AFC, allié au M23, que le gouvernement congolais considère comme un mouvement rebelle soutenu par le Rwanda. Il a lui aussi fait l'objet de condamnations par la justice congolaise. Là encore, il faut distinguer les choses. Si l'objectif est un accord de paix, il arrive, dans plusieurs processus de paix à travers le monde, que des discussions soient engagées avec des responsables de groupes armés. Cela relève de la négociation pour mettre fin au combat. En revanche, cela ne signifie pas qu'ils deviennent des acteurs politiques ordinaires, ni que les poursuites judiciaires sont automatiquement effacées. Autrement dit, Marius, parler avec quelqu'un n'est pas la même chose que le réhabiliter. C'est une distinction essentielle. Au fond, le véritable test de ce dialogue sera celui-ci. Le gouvernement acceptera-t-il que des personnalités comme Joseph Kabila ou Corneille Nangaa soient représentées ou entendues d'une manière ou d'une autre? Et si oui, sous quel statut juridique et politique? C'est précisément cette réponse qui permettra de mesurer si ce dialogue est conçu comme un espace de réconciliation politique, comme un processus de paix ou comme une combinaison des deux, tout en préservant ou non les exigences de la justice. Alors, on attend toujours la convocation de ce dialogue, l'ordonnance qui convoque le dialogue. Alors, d'autres acteurs politiques, notamment ceux qu'on vient de citer, et il y a aussi ceux qui sont en exil à l'extérieur du pays, le cas de Moïse Katumbi, de Matata Ponyo, et les autres. Est-ce que c'est possible que ce dialogue, s'il se tient à Kinshasa, par exemple, qu'ils acceptent de venir participer à ce dialogue, où il y a des préalables qui doivent être mis en place? C'est une question fondamentale, parce qu'un dialogue ne se juge pas seulement à la liste des invités, mais aussi à la capacité réelle des invités à s'y rendre. Si demain, une ordonnance présidentielle convoque un dialogue à Kinshasa, rien ne garantit automatiquement que toutes les grandes figures de l'opposition accepteront d'y participer. Prenons le cas de Moïse Katumbi. Son entourage a déjà indiqué que son retour en RDC est conditionné à plusieurs préalables, notamment ce qu'il considère comme des garanties politiques et juridiques, parmi lesquelles la restitution de son passeport et la situation des personnes qu'il qualifie de prisonniers politiques. Pour Augustin Matata Ponyo ou d'autres responsables faisant l'objet de procédures judiciaires ou estimant ne pas bénéficier de garanties suffisantes, la question est la même. Ils demanderont probablement: pouvons-nous venir librement, participer librement et repartir librement? Autrement dit, Marius, un dialogue inclusif suppose souvent un minimum de mesures de confiance entre les parties. Ces mesures peuvent prendre différentes formes: des garanties de sécurité, la liberté de circulation, parfois des gestes d'apaisement politique. Signifie pas nécessairement l'abandon des procédures judiciaires. C'est là toute la difficulté. Il faudra donc trouver un équilibre entre deux impératifs. D'un côté, préserver l'autorité de la justice et de l'état de droit. De l'autre, créer un climat suffisamment serein pour que les principaux acteurs acceptent de s'asseoir autour de la même table. En réalité, le premier test du dialogue ne sera peut-être même pas la tenue des discussions. Le premier test sera de savoir si les principaux acteurs, qu'ils soient à Kinshasa, à l'étranger ou dans l'opposition, estiment que les conditions sont réunies pour y participer. Si plusieurs figures majeures refusent de venir en expliquant que les garanties ne sont pas réunies, le dialogue risque de perdre une partie de sa crédibilité avant même son ouverture. En revanche, si un cadre de confiance est trouvé et que les différentes sensibilités acceptent de participer,
Ce sera déjà un premier signal d'apaisement, même si cela ne préjuge pas encore des résultats du dialogue. Si on prend l'exemple des dialogues qui sont déroulés dans d'autres pays, est-ce que l'idéal serait, par expérience, que ce dialogue se tienne à l'extérieur de la RDC pour garantir la confiance? Marius, l'expérience internationale montre qu'il n'existe pas de règle universelle. C'est un lieu qui garantit le succès d'un dialogue, mais la confiance entre les parties. Cela dit, lorsqu'il existe une très forte méfiance entre les acteurs, il est arrivé que des dialogues se tiennent à l'étranger. On pense par exemple à des processus organisés en Kenya, en Afrique du Sud, en Éthiopie ou encore sous la médiation de l'Union africaine. L'idée était d'offrir un terrain considéré comme plus neutre et de rassurer les différentes délégations. Mais il y a aussi un argument en faveur de Kinshasa. Un dialogue qui se déroule dans la capitale affirme que les institutions de la République fonctionnent, que l'État reste maître du processus et que les Congolais sont capables de résoudre leurs différends sur leur propre territoire. C'est un symbole politique fort. En revanche, si certains acteurs estiment qu'ils ne peuvent pas se déplacer sans risque ou qu'ils ne bénéficieront pas de garanties suffisantes, la question du lieu peut rapidement devenir un sujet de négociation. Dans ce cas, un pays tiers ou une médiation internationale peut être envisagée, non pas parce que la RDC en serait incapable, mais parce que cela peut contribuer à instaurer un climat de confiance. Je dirais donc que le véritable enjeu n'est pas de savoir si le dialogue se tient à Kinshasa, à Nairobi ou à Addis Abeba. La vraie question est de savoir si toutes les parties auront les garanties nécessaires pour participer librement, s'exprimer librement et respecter ensuite les engagements qui seront pris. Au fond, Marius, un dialogue organisé à l'étranger peut échouer s'il n'y a pas de volonté politique, tandis qu'un dialogue organisé à Kinshasa peut réussir si les acteurs ont suffisamment confiance dans les règles du jeu. Ce sont donc les garanties, bien plus que la géographie, qui feront la différence. Alors, les Congolais, comme tu le sais, Cocorico, ont connu des nombreux dialogues depuis, l'indépendance. Pourquoi celui-ci réussirait-il là où les précédents ont souvent échoué, selon toi? Marius, c'est sans doute la question que se posent aujourd'hui beaucoup de Congolais. Et la réponse est simple. À ce stade, rien ne permet d'affirmer que ce dialogue réussira là où les autres ont échoué. L'espoir existe, mais il devra être confirmé par les faits. Si l'on regarde notre histoire, la RDC a connu plusieurs dialogues, du dialogue intercongolais aux concertations nationales, en passant par d'autres initiatives politiques. Certains ont permis de mettre fin à des crises ou d'ouvrir des transitions. D'autres ont produit des accords qui ont été difficilement appliqués. Le problème n'a pas toujours été la qualité des discussions, mais souvent le respect des engagements pris. C'est pourquoi je pense que le succès de ce dialogue dépendra de 4 conditions. La première, c'est l'inclusivité. Si les principaux acteurs politiques, les églises, la société civile et les autres composantes nationales sont réellement représentés, le dialogue aura davantage de légitimité. La deuxième, c'est la clarté de son objectif. Les participants doivent savoir pourquoi ils se réunissent. Est-ce pour renforcer la cohésion nationale, pour traiter des questions institutionnelles, pour accompagner un processus de paix ou pour préparer les prochaines échéances politiques? Si chacun vient avec un agenda différent, le risque de blocage sera élevé. La troisième condition, c'est la confiance. Les parties devront avoir la certitude que les discussions se dérouleront dans un climat serein et que les engagements seront respectés. Enfin, la quatrième condition est probablement la plus importante, la mise en œuvre. Les Congolais ne jugeront pas ce dialogue sur la qualité des discours, mais sur les résultats concrets. Les recommandations seront-elles appliquées? Les accords seront-ils respectés? Les institutions suivront-elles les décisions prises? Au fond, Marius, je crois que les Congolais sont aujourd'hui moins impressionnés par l'annonce d'un dialogue que par sa capacité à produire des changements réels. Ils ont déjà vu des accords signés. Ce qu'ils attendent désormais, ce sont des résultats. C'est pourquoi le véritable défi n'est pas d'organiser un dialogue de plus. Le véritable défi est de faire de ce dialogue le premier dont les conclusions seront effectivement mises en œuvre.
C'est à cette condition qu'il pourra ouvrir un nouveau chapitre de la vie politique congolaise. Au fond, Cocorico, quel est aujourd'hui le véritable enjeu de ce dialogue? Préserver la stabilité du pays, sortir de la crise sécuritaire, garantir l'alternance démocratique ou redéfinir les règles du jeu politique avant l'élection de 2028 qui est hypothétique par rapport au temps que peut prendre ce dialogue. Marius, je crois que cette question nous ramène à l'essentiel. Si l'on écoute les différents acteurs, chacun met en avant son propre enjeu. Le pouvoir parle de cohésion nationale et de stabilité des institutions. Une partie de l'opposition insiste sur les garanties démocratiques et le respect de la Constitution. Les églises appellent à restaurer la confiance entre les Congolais. Quant à la population, elle attend surtout des réponses aux problèmes de sécurité, de gouvernance et de conditions de vie. Mais si je devais aller au fond des choses, je dirais que le véritable enjeu est de reconstruire un consensus politique minimal. Pourquoi? Parce qu'un pays peut difficilement relever les défis sécuritaires, économiques et sociaux lorsque les acteurs politiques ne se reconnaissent plus dans les règles du jeu. La crise dans l'Est reste évidemment une priorité nationale, mais elle ne peut pas être totalement dissociée de la question de la cohésion politique interne. De la même manière, les débats sur la Constitution ou sur les prochaines élections ne peuvent être abordés sereinement que s'il existe un minimum de confiance entre les acteurs. Concernant 2028, je serai prudent. Nous sommes encore à plusieurs années de cette échéance. Dire que ce dialogue est organisé uniquement pour préparer l'élection de 2028 serait une interprétation qui, à ce stade, n'est pas démontrée. En revanche, il est évident que toutes les décisions qui seront prises auront un impact sur le climat politique dans lequel cette échéance se préparera. Je dirais donc que 2028 est en arrière-plan, mais ce n'est pas officiellement l'objet annoncé du dialogue. Au fond, Marius, ce dialogue sera jugé sur une question très simple. Réussira-t-il à rétablir un minimum de confiance entre les institutions, les acteurs politiques et les citoyens? S'il y parvient, il pourra contribuer à renforcer la stabilité, à créer un environnement plus favorable à la recherche de la paix dans l'Est et à préparer des échéances électorales plus apaisées. S'il échoue, en revanche, les divisions risquent de s'accentuer, la méfiance de davantage, et chaque grande échéance politique deviendra encore plus conflictuelle. En définitive, je dirais que le véritable enjeu de ce dialogue n'est pas seulement de résoudre la crise d'aujourd'hui. Il est de savoir si la République démocratique du Congo est capable de recréer un socle commun de confiance sur lequel pourra reposer la vie politique des prochaines années. C'est sans doute le défi le plus important. Alors, on va juste conclure avec cette question qui va vers le Rwanda pendant que ce dialogue est annoncé. Le président Paul Kagame, s'adressant dans une réunion politique, a déclaré ceci, je le cite, faire disparaître le M23, c'est aussi vouloir faire disparaître le Rwanda. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette affirmation du président Paul Kagame qui se dit prêt si ce scénario venait à se produire? Est-ce que ceci va avoir un impact sur le dialogue? Est-ce que le président Kagame est en train de confirmer qu'il est derrière le M23? Dites-nous, Cocorico, qu'est-ce que tu en penses? Marius, cette déclaration est politiquement très forte et elle mérite d'être analysée avec beaucoup de prudence. Si les propos rapportés sont exacts, lorsque le président Paul Kagame affirme que faire disparaître le M23, c'est aussi vouloir faire disparaître le Rwanda, il envoie avant tout un message politique et stratégique. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs années, la position officielle de Kigali est de dire que la question du M23 est indissociable des préoccupations sécuritaires du Rwanda, notamment de la présence des FDLR dans l'est de la RDC. Kigali soutient que sa sécurité nationale est directement concernée par ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. En revanche, il faut être très prudent sur une conclusion. Cette déclaration ne constitue pas à elle seule un aveu explicite
que le Rwanda dirige ou contrôle le M23. Ce serait aller au-delà de ce qui est effectivement dit. En revanche, elle renforce l'idée que dans le discours du président Kagame, les intérêts du Rwanda et ceux du M23 sont présentés comme étroitement liés. C'est une évolution importante dans la communication politique de Kigali. Il faut rappeler qu'au niveau international, plusieurs rapports des Nations Unies ainsi que plusieurs gouvernementaux ont affirmé ces dernières années que le Rwanda soutient le M23, ce que Kigali continue de contester officiellement. Quel impact sur le dialogue national congolais? À mon avis, cette déclaration rappelle que le dialogue annoncé à Kinshasa ne réglera pas à lui seul toute la crise de l'Est. Il existe en réalité deux niveaux. Le premier est un dialogue politique entre Congolais pour rechercher une plus grande cohésion nationale. Le second est un problème régional qui implique les relations entre la RDC, le Rwanda et d'autres acteurs de la région avec les processus diplomatiques en cours. Autrement dit, même si le dialogue national réussissait parfaitement, la question des relations entre Kinshasa et Kigali continuerait d'exiger des négociations spécifiques. Enfin, Marius, cette déclaration de Paul Kagame peut aussi être lue comme un message adressé aux médiateurs internationaux. Elle signifie en substance: toute solution concernant le M23 devra aussi prendre en compte les préoccupations sécuritaires que le Rwanda estime avoir. Cela ne signifie pas que cette position est acceptée par Kinshasa ou par la communauté internationale, mais c'est le message politique que Kigali cherche à faire passer. En définitive, cette déclaration montre une chose essentielle. Le dialogue national congolais et la crise régionale sont liés, mais ils ne se confondent pas. Le premier peut contribuer à renforcer l'unité politique de la RDC. Le second dépendra aussi des négociations régionales et de la capacité des différentes parties à mettre en œuvre leurs engagements sécuritaires. Voilà, nous allons finir avec cette petite courte question sur le dialogue. Voici la question, Cocorico. Pourquoi maintenant? Marius, je dirais que c'est sans doute la question la plus importante de toute cette séquence politique. Pourquoi maintenant? Parce que plusieurs facteurs se sont finalement rejoints. D'un côté, les tensions politiques continuaient de monter autour de la Constitution et des relations entre le pouvoir et l'opposition. De l'autre, les Églises n'ont jamais abandonné leur initiative de dialogue et ont poursuivi leurs consultations. À cela s'est ajouté un contexte régional en mouvement et une situation sécuritaire toujours préoccupante dans l'est du pays. Face à cette accumulation de pression, le président Félix Tshisekedi avait deux options: maintenir une position de refus au risque d'accentuer les tensions, ou reprendre l'initiative en annonçant lui-même un dialogue placé dans un cadre institutionnel. Il a choisi la deuxième option. Autrement dit, ce dialogue n'est pas né d'un seul événement, il est le résultat d'un rapport politique qui a progressivement évolué. La vraie question n'est donc plus seulement pourquoi maintenant? La vraie question est désormais pourquoi faire? Est-ce un dialogue destiné à construire un consensus national durable ou simplement à gérer une séquence politique difficile? C'est cette réponse qui permettra de juger dans les prochains mois de la portée réelle de cette initiative. Merci beaucoup, Cocorico, de nous avoir éclairés. Merci aussi à vous de nous avoir suivis, où que vous soyez à travers le monde. Merci de continuer à vous abonner à notre chaîne YouTube Kinshasa Télévision et à toutes nos plateformes. Au nom de tous ceux qui m'ont aidé à être chez vous, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt avec un autre numéro de Cocorico. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.